Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, et ce soir était la nuit où ma famille m'a finalement poussé trop loin. Avant de vous dire comment j'ai fait taire tout un restaurant de luxe sans dire un mot, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. L'air à Manhattan était vif ce soir-là, le genre de froid qui vous mord les joues. J'ai garé ma Honda Accord devant le voiturier de Morten S. C'est une belle voiture, fiable, propre. Mais dans la file de véhicules attendant d'être garés, elle ressemblait à un chien errant dans un concours de pédigré. Juste devant moi, un rugissement a déchiré la rue. Une Porsche 911 GT3 rouge vif a fait vrombir son moteur inutilement fort avant de couper le contact. La portière s'est ouverte et mon frère Julien en est sorti. Il a ajusté sa veste de costume, en soie italienne, taillée pour cacher le léger embonpoint qu'il développait ces derniers temps, et a jeté ses clés au voiturier sans le regarder. Garde-la près, gamin, et ne l'arrête pas, ou tes économies de toute une vie ne couvriront pas la peinture, a dit Julien, sa voix portant cette inflexion arrogante qu'il avait perfectionnée au fil des ans en étant l'enfant prodige. Je me suis garé derrière lui. Le voiturier, un jeune homme qui avait l'air épuisé, a pris mes clés avec un signe de tête poli. « Bonsoir, monsieur. »« Bonsoir », ai-je dit en sortant. Je ne portais pas de costume. J'avais un sweat à capuche en cachemire noir, un jean foncé et des bottes propres. C'était confortable. C'était moi, et honnêtement, le sweat à capuche coûtait plus cher que les chaussures de Julien, mais vous ne le sauriez pas à moins de connaître la marque. Julien s'est retourné, son sourire s'effaçant dès qu'il m'a vu. « Tu te moques de moi. »« Bonjour, Julien, » ai-je dit en me dirigeant vers l'entrée. Il s'est mis devant moi, bloquant les lourdes portes en verre. « Thomas, regarde-toi. C'est Morten S, pas une aire de restauration. Papa a invité des gens importants ce soir. Des investisseurs, des avocats. On dirait que tu viens de finir de déplacer des caisses. »« Je viens de finir, en effet, » ai-je dit calmement. « Et je suis à l'aise. »« Tu es une honte, » a sifflé Julien, baissant la voix alors que d'autres invités passaient. Papa essaie de conclure un accord pour le fonds de charité. Il n'a pas besoin que son fils raté ait l'air d'un agent d'entretien en arrière-plan. Entrons, c'est tout, ai-je dit en le contournant. À l'intérieur, le restaurant était sombre et sentait la cajou chère, l'huile de truffe et le vieil argent. Mon père, Robert, était déjà à la tête d'une grande table circulaire dans une alcôve semi-privée. Il s'est levé pour saluer Julien, l'embrassant comme un héros de guerre de retour. « Le voilà, le loup de Wall Street » a tonné papa en lui tapant dans le dos. J'ai vu la Porsche devant. Magnifique machine, mon fils. Vraiment magnifique. Juste un petit jouet, papa, a dit Julien en ajustant un bouton de manchette. La saison des bonus est arrivée en avance. Puis les yeux de papa se sont posés sur moi. La chaleur s'est évaporée instantanément. Il m'a regardé de haut en bas, la mâchoire se crispant. « Thomas » a-t-il dit, la déception lourde dans son ton. « Je vois que tu as ignoré ma demande de t'habiller formellement. »« Je suis venu directement du bureau, papa » ai-je répondu en prenant le siège vide à l'autre bout de la table, près de l'entrée de service. « Bureau » est intervenue ma mère Éléanore. Elle voletait autour de la table, réarrangeant des serviettes déjà parfaites. Elle m'a adressé un sourire plein de pitié. « Oh, chérie, tu veux dire l'entrepôt. Tu n'as pas besoin de l'appeler un bureau pour nous impressionner. On t'aime quand même. »« Il y a un bureau, maman. »« C'est un bureau, » ai-je dit en attrapant le verre d'eau. « Il déplace des caisses, Éléanore, » a dit papa en agitant la main avec dédain comme pour chasser une mouche. « Appelons un chat un chat. » Thomas travaille dans la logistique, du travail manuel. C'est un travail honorable, je suppose. Quelqu'un doit le faire. J'ai senti la brûlure familière dans ma poitrine, mais je l'ai réprimée. C'était la dynamique. C'était comme ça depuis 10 ans. Julien était le génie de la finance. J'étais l'ouvrier lent qui peinait à joindre les deux bouts. Du moins, c'est ce qu'il pensait. En fait, papa, ai-je commencé. Je voulais te parler de ça. Le travail de logistique ne s'est pas limité à déplacer des caisses. J'ai travaillé sur un système. Pas maintenant, Thomas. Papa m'a coupé sèchement. Monsieur Henderson arrive d'une minute à l'autre. C'est un associé principal du cabinet d'avocats Prestige. Il s'occupe de succession, de planification successorale et de fusion-acquisition de haut niveau.
Je ne veux pas que tu l'ennuies avec des histoires de chariots élévateurs et de fiches d'inventaire. Mais ce n'est pas seulement de l'inventaire, ai-je essayé à nouveau. C'est une plateforme d'optimisation logicielle. On vient de conclure un important. Arrête ça, a claqué Julien de l'autre côté de la table. Il a pris un graissin et l'a pointé vers moi. Arrête de faire semblant, Thomas. C'est pathétique. On sait que tu as des difficultés. Maman m'a dit que tu conduis toujours cette Honda. Si tu faisais de grandes choses, tu ne conduirais pas une voiture qui appartient à un parking de lycée. Elle m'emmène d'un point A à un point B, ai-je dit en buvant une gorgée d'eau. Elle t'emmène à la médiocrité, a marmonné papa. Puis l'ambiance à table a changé alors qu'un grand homme aux cheveux d'argent s'approchait. Monsieur Henderson. Il ressemblait à tous les avocats puissants que l'on voit dans les films. Costume impeccable, yeux calculateurs et un air d'autorité absolue. Robert Henderson a salué mon père. Arthur, si heureux que tu aies pu venir. Papa s'est levé, lui serrant vigoureusement la main. S'il te plaît, assieds-toi. Voici ma femme, Eleanor. Tu connais mon aîné, Julien, vice-président de Sterling Finance. Impressionnant, a dit Henderson en serrant la main de Julien. Julien a bombé le torse. Et voici, papa a fait une pause, faisant un geste vague dans ma direction. Mon cadet, Thomas? Il cherche sa voie. Il travaille actuellement dans l'entreposage. Henderson m'a regardé une seconde, les yeux plissés comme s'il essayait de reconnaître un visage. Entreposage? Logistique? C'est ça, ai-je dit en tendant la main. Ravi de vous rencontrer. Thomas aide à maintenir la chaîne d'approvisionnement en mouvement, a ajouté maman, sa voix dégoulinant de cette douceur condescendante. Il travaille très dur avec ses mains. Henderson m'a serré la main. Sa poigne était ferme. Il l'a tenue une seconde de plus que nécessaire, me fixant. La logistique est une industrie vitale, surtout maintenant. Idéalement, oui, a ri nerveusement papa. Mais Thomas est surtout sur le terrain à déplacer des caisses, à vérifier des listes, vous savez, du travail de débutant. Je me suis rassis. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai posé face contre table. Il vibrait. Un texto de Sarah, mon co. Message. La diffusion est en direct dans 3 minutes. Tu regardes? J'ai levé les yeux. Au-dessus du bar, visible de notre table, se trouvait une grande télévision à écran plat branchée sur Bloomberg News. Le volume était bas, mais les sous-titres étaient activés. Thomas, range ce téléphone, a claqué papa. C'est impoli. J'attends quelque chose d'important, ai-je dit. Qu'est-ce qui pourrait bien être important, a ri Julien, se servant un énorme verre de vin. Ton chef d'équipe qui te demande de faire un double service? Ou peut-être une promotion au poste d'assistant conducteur de chariot élévateur? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Arrête de faire semblant de réussir, Thomas, a sifflé papa, se penchant pour que Henderson n'entende pas, bien qu'il l'ait clairement fait. Ça te donne l'air désespéré. Assieds-toi là, mange ton steak quand il arrivera, et laisse les adultes parler affaire. J'ai regardé mon père. J'ai regardé Julien, qui vérifiait son reflet dans sa cuillère. J'ai regardé ma mère qui évitait mon regard. D'accord, ai-je dit doucement. Je ne dirai pas un mot. J'ai de nouveau regardé la télé. La pause publicitaire se terminait. 2 minutes. Alors, Julien, a demandé Henderson, comment le marché traite-t-il Sterling Finance? J'ai entendu des rumeurs de problèmes de liquidité dans le secteur des moyennes capitalisations. Julien n'a pas manqué un battement. Oh, de simples fluctuations, Arthur. On est en pleine expansion, en fait. J'envisage moi-même une promotion le trimestre prochain. Je pourrais passer de la Porsche à une Lamborghini Urus. Tu sais ce que c'est. L'image, c'est tout. J'ai bu une gorgée de mon vin pour cacher le sourire narquois qui se formait sur mes lèvres. Les cartes de crédit de Julien avaient été refusées 2 fois le mois dernier. Je le savais parce que mon système suit les données des consommateurs pour l'évaluation du risque de crédit pour l'un de nos clients filiales. Il était noyé sous les dettes. Et toi, Robert? Henderson s'est tourné vers papa. Comment va le fonds de pension? Solide. Très solide, a menti papa. On a un donateur mystère qui a injecté des liquidités le mois dernier. Ça nous a sauvés d'une restructuration désagréable.
J'adorerais serrer la main de cet homme. J'ai fait tourner le vin dans mon verre. Le donateur mystère. Si seulement il savait qu'il était en train de donner des coups de pied à ce donateur sous la table en ce moment même. Thomas, a chuchoté maman bruyamment. Les coudes hors de la table. J'ai enlevé mes coudes. Désolé, maman. Il essaie, a-t-elle dit à Henderson. Il essaie vraiment. J'ai vérifié ma montre. 1 minute. Tu sais, a dit Julien en me regardant avec un ricanement. Peut-être qu'après le dîner, Thomas, je pourrais te donner quelques-uns de mes vieux costumes. Pour te sortir de ce sweat à capuche. On dirait que tu vas braquer une supérette. J'aime ce sweat à capuche, ai-je dit. C'est un cadeau. De qui? L'armée du salut, a ri Julien. Papa a ri avec lui. Non, ai-je dit, la voix stable. De Mark Zuckerberg quand on s'est rencontrés à la conférence de Sun Valley l'année dernière. Silence. Silence absolu pendant une seconde. Puis toute la table a éclaté de rire. Julien a ri si fort qu'il s'est étouffé avec son eau. Papa a secoué la tête, essuyant des larmes de ses yeux. Même maman a gloussé. Oh, Thomas, a dit maman. Tu as une telle imagination. Zuckerberg, a haleté papa. Bien joué. Oh, c'est excellent. Tu vois ce que je veux dire, Arthur? Il vit dans un monde imaginaire pour faire face au travail manuel. Arrête de mentir, mec, a dit Julien en s'essuyant la bouche. C'est pathétique. Sérieusement, arrête. Je n'ai pas ri. J'ai juste pointé un doigt vers le bar. Montez le volume, ai-je dit au serveur qui passait. Quoi, a demandé papa. Thomas, arrête de faire une scène. La télé, ai-je dit. Je pense que vous voudrez voir ça. Sur l'écran, le graphique d'introduction de Bloomberg Technology a clignoté. Les lettres en gras disaient « Interview exclusive ». Et là, assis dans le fauteuil du présentateur à côté de l'animateur, c'était moi, portant exactement le même sweat à capuche en cachemire noir. Le titre défilait en bas, de l'entrepôt à la richesse, rencontrer le PDG derrière Flowstate. Le rire à table s'est éteint instantanément. Il ne s'est pas estompé. Il a été tranché comme une guillotine qui tombe. Pour comprendre pourquoi ce silence était meilleur que n'importe quelle somme d'argent, il faut comprendre la décennie de bruit qui l'a précédé. En grandissant, il y avait toujours un scénario. Dans la maison des Brennan, on était défini par son titre. Mon père était le vice-président. Ma mère était la présidente sociale. Et Julien était le prodige. J'étais juste Thomas, ou parfois, l'accident. J'avais 5 ans de moins que Julien. Au moment où j'étais au lycée, Julien était déjà à l'université, accumulant des dettes que mes parents payaient volontiers parce qu'ils investissaient dans son réseau. Il faisait partie d'une fraternité, conduisait une BMW neuve que papa lui avait achetée comme cadeau de fin de lycée, et parlait d'options d'achat d'actions qu'il ne comprenait pas. J'étais différent. J'aimais démonter les choses. Quand j'avais 12 ans, j'ai démonté la tondeuse à gazon parce que je voulais voir comment fonctionnait le transfert de couple. Papa est rentré à la maison, a vu les pièces sur l'allée et m'a puni pendant 1 mois. Il se fichait que je les remontais et qu'elles fonctionnent mieux qu'avant. Il ne voyait que le désordre. Tu as un cerveau de mécanicien, Thomas, m'a-t-il dit, et il ne le disait pas comme un compliment. Julien a un cerveau de PDG. Le moment décisif, le moment où la fissure dans notre famille est devenue un canyon, s'est produit quand j'avais 22 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme d'une université d'État. Je ne suis pas allé à l'école de l'Ivy League que papa voulait. Je suis allé là où je pouvais obtenir une bourse d'ingénieur parce que papa avait utilisé mon fonds d'études pour aider à payer l'avocat de Julien après un incident de conduite en état d'ivresse qui a été étouffé. C'est un investissement dans la réputation de la famille, m'avait dit papa. On ne peut pas avoir Julien avec un casier judiciaire. Tu comprends, n'est-ce pas, Thomas? Tu peux prendre des prêts. Alors, je l'ai fait. J'ai travaillé de nuit dans un centre de distribution pour payer mes livres. C'est là que je l'ai vu. Le chaos. Les entrepôts sont les artères invisibles du monde. Ils sont chauds, bruyants et chaotiques. J'ai vu des travailleurs parcourir 10 miles par jour juste pour récupérer des articles qui auraient dû être stockés les uns à côté des autres. J'ai vu des camions attendre 4 heures à cause d'erreurs de paperasse. J'ai vu des millions de dollars gaspillés en inefficacité.
J'ai commencé à écrire du code pendant mon temps libre. J'ai construit une simulation sur mon ordinateur portable déglingué. Je l'ai appelé FlowState. C'était un algorithme qui prédisait la demande d'inventaire et réorganisait l'agencement de l'entrepôt en temps réel. Je me souviens du jour où j'ai présenté le plan d'affaires à papa. J'avais 22 ans, j'étais affamé et naïf. C'était un dîner du dimanche. Julien était là, se vantant de son nouveau travail de débutant dans une banque, gagnant 60 000 $ par an. Je dirigerai l'endroit dans 5 ans, a déclaré Julien. Je n'en doute pas, mon fils, a rayonné papa. J'ai éclairci ma gorge. Papa, j'ai quelque chose aussi. J'ai travaillé sur une plateforme logicielle. Papa a soupiré en posant sa fourchette. Thomas, on mange. C'est important. Ça automatise la logistique. J'ai un prototype. J'ai juste besoin d'un petit investissement de départ. 10 000 $. C'est tout. Je peux construire la version bêta. Papa a pris sa serviette et s'est essuyé la bouche lentement. Il m'a regardé avec ce regard fatigué et déçu. Thomas, a-t-il dit, Julien gère des portefeuilles. Il s'occupe de capital. Toi, tu joues à des jeux vidéo. Ce n'est pas un jeu. C'est un logiciel d'entreprise. C'est une distraction, a claqué papa. Tu travailles dans un entrepôt, Thomas. Tu soulèves des caisses. N'essaie pas d'être quelque chose que tu n'es pas. Tu n'as pas la tête pour les affaires. Tu as la tête pour le travail. Je t'ai promis une voiture quand tu as eu ton diplôme, a poursuivi papa. Mais puisque tu insistes sur cette fantaisie au lieu de trouver un vrai travail dans une banque comme ton frère, je pense qu'il est préférable que je garde cet argent. Tu as besoin d'apprendre la valeur d'$1. Une semaine plus tard, Julien est rentré à la maison dans une Ferrari d'époque. Elle n'était pas neuve, mais elle était tape à accent grave l'œil. Papa m'a aidé avec la compte, m'a fait un clin d'œil Julien. Ça correspond à l'image d'un banquier. Tu aimes? Peut-être que je te laisserai la laver. C'est ce jour-là que j'ai arrêté d'expliquer. J'ai emménagé dans un studio à Astoria qui sentait le chou bouilli et les gaz d'échappement. J'ai gardé mon travail à l'entrepôt. En fait, j'ai travaillé plus dur, non pas pour gravir les échelons, mais pour recueillir des données. J'étais un espion dans ma propre vie. Chaque caisse que je soulevais était un point de données. Chaque soupir frustré d'un collègue était un problème à résoudre. Pendant 5 ans, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais Thomas, le gars de l'entrepôt. Je portais des gilets de sécurité et des bottes à embout d'acier. Je mangeais des sandwichs dans la salle de pause. La nuit, j'étais Thomas, le fondateur. Je codais jusqu'à 4 heures du matin. Je présentais des projets à des investisseurs par Zoom avec un drap accroché derrière moi pour cacher mon appartement en désordre. Ma famille voyait les bottes et l'épuisement. Ils ne voyaient pas le code. Quand j'avais 25 ans, j'ai eu mon premier client, une entreprise de transport de taille moyenne du New Jersey. Ils m'ont payé 5 000 $. Ça me semblait être 1 million. Quand j'avais 27 ans, j'ai embauché Sarah Millot. C'était une vétérane de la logistique qui a vu le génie dans mon code. Elle a travaillé pour des actions parce que je ne pouvais pas lui payer un salaire. Tu es assis sur une mine d'or, Thomas, m'a-t-elle dit un soir autour d'une pizza froide. Pourquoi ta famille ne t'aide-t-elle pas? Ils ne pensent pas que je suis capable d'extraire de l'or, ai-je dit. Ils pensent que je suis le gars qui porte la pelle. Au diable, a-t-elle dit. On achètera l'usine de pelle. Le fossé entre ma réalité et la perception de ma famille s'est creusé. Quand FlowState a atteint 10 millions de $ de revenus, j'ai acheté à mes parents un nouveau système de chauffage, ventilation et climatisation pour leur maison, anonymement. Papa s'est vanté d'avoir négocié une excellente affaire. Quand on a atteint 50 millions, Julien a demandé à emprunter de l'argent pour le loyer. Je lui ai donné 2 000 $ en espèces. Il a dit à la famille qu'il l'avait trouvé dans une vieille poche de manteau. Quand on a atteint 100 millions, j'ai fait l'objet d'un article dans un magazine technologique de niche. J'ai laissé un exemplaire sur la table basse de mes parents. Maman l'a utilisé comme sous-verre pour son thé. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. Pour eux, j'étais l'échec qui vérifiait leur propre succès. Si Thomas était au bas de l'échelle, alors il devait être au sommet. J'étais l'encre qui prouvait que leur navire flottait. Et je les ai laissés le croire. Pourquoi? Une partie était la peur.
La peur que si je leur disais, ils ruineraient tout. Ils exigeraient des emplois, de l'argent, du contrôle. Julien voudrait être directeur financier. Papa voudrait être président. Ils infecteraient mon entreprise avec la même prétention qui a empoisonné nos dîners de famille. Mais une partie plus sombre, attendait ce moment précis. Je voulais que la révélation soit indéniable. Je ne voulais pas simplement dire « je réussis ». Je voulais que le monde le dise pour moi. Ce qui nous ramène au restaurant. Les souvenirs de ces nuits de sueur dans l'entrepôt, les ampoules sur mes mains, les emails de rejet, les ricanements de Julien à chaque Thanksgiving. Tout cela s'est cristallisé en un diamant dur et froid dans ma poitrine alors que je regardais Henderson fixer la télé. Le fantôme du garage avait disparu. Le titan était arrivé. Rembobinons 20 minutes en arrière, à table avant la révélation télévisée. La tension montait comme dans une cocotte minute. Le serveur est arrivé avec les entrées. Cocktail de crevettes géantes et carpaccio de bœuf wagyu. Julien a commandé une bouteille de cabernet que je savais coûter 400 $. Mettez ça sur mon compte, a dit Julien bruyamment en brandissant une carte noire. J'ai remarqué que la bande magnétique était usée. Je savais aussi que cette carte était au maximum de son plafond. J'avais fait une vérification de crédit sur lui la semaine dernière lorsque son nom était apparu dans notre système pour une demande de prêt auto rejetée. Alors Arthur, a dit papa en coupant son carpaccio. Nous envisageons de restructurer la fiducie familiale. Je veux m'assurer que Julien est positionné pour gérer la majeure partie de la gestion de la succession. Il a le sens des affaires. Bien sûr, a hoché la tête Henderson, bien que ses yeux n'arrêtaient pas de se tourner vers moi. Et Thomas? Thomas sera pris en charge, a dit papa bienveillamment. On va lui mettre en place une petite allocation, assez pour compléter son salaire à l'entrepôt. Peut-être l'aider à avoir une voiture fiable. On ne veut pas qu'il soit dans le dénuement. Je m'en sors bien, papa, ai-je dit en grignotant un morceau de pain. S'en sortir bien, a ri Julien, projetant un peu de vin. Thomas, tu vis à Astoria. Tu conduis une Honda. Tu portes ça? Il a fait un geste vers mon sweat à capuche. Soyons réalistes. Tu survis. Il y a une différence entre survivre et prospérer. Je suis heureux, ai-je dit. Le bonheur, c'est ce que les pauvres disent pour se sentir mieux d'être pauvres, a rétorqué Julie. Il a regardé autour de la table pour obtenir une validation. Maman a hoché tristement la tête. C'est vrai, chérie, a dit maman. On veut juste que tu sois en sécurité. J'ai croisé Madame Gable hier. Son fils vient d'être promu associé dans son cabinet d'avocat. Elle a demandé de tes nouvelles. J'ai dû lui dire que tu étais en transition. Pourquoi mentir? Ai-je demandé. Pourquoi ne pas dire que je travaille dans la logistique? Parce que c'est embarrassant, Thomas. A claqué maman, sa voix s'élevant pour la première fois. C'est embarrassant de dire que mon fils déplace des caisses pour vivre pendant que son frère gère des millions. La table s'est tue. Ça a piqué. Je ne mentirai pas entendre votre mère admettre qu'elle a honte de vous est une sorte de douleur particulière. Puis mon téléphone a vibré sur la table. C'était fort contre le bois. Papa a lancé un regard noir. Thomas, je t'ai dit de ranger ça. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Ce n'était pas un texto. C'était un appel d'Elon. Oui, c'est Elon. On était en pleine négociation d'un contrat pour la logistique de sa nouvelle Gigafactory. Si je ne répondais pas, ça pourrait retarder l'affaire d'1 mois. Je dois prendre ça, ai-je dit en attrapant le téléphone. La main de papa s'est abattue sur la mienne, la clouant à la table. Son visage était rouge. Tu ne le feras pas, a-t-il sifflé. On dîne avec monsieur Henderson. Tu ne manqueras pas de respect à cette famille en prenant un appel de ton chef d'équipe à propos d'une palette de papier toilette manquante. Papa, lâche-moi, ai-je dit calmement. Ce n'est pas un chef d'équipe. Qui est-ce alors? Le délégué syndical, a ricané Julien. C'est un client, ai-je dit. Et l'affaire vaut 30 millions de $. La table est de nouveau tombée dans un silence de mort. Puis Julien a éclaté de rire. C'était un son cruel, aboyant. 30 millions, a crié Julien. Oh mon Dieu, il délire. Papa, il a vraiment perdu la tête. Il pense que déplacer des caisses fait de lui un magnate.
Papa a arraché le téléphone de sous ma main. Il a regardé l'identifiant de l'appelant. Il y avait juste écrit « Elon ». Elon, a ricané papa. Qui est Elon? Ton dealer d'herbe? Il a appuyé sur le bouton rouge pour refuser l'appel. Puis il a fait glisser le téléphone sur la table, dangereusement près du bord. Assez de mensonges, a dit papa, sa voix tremblant de colère. Tu gâches cette soirée. J'ai amené Arthur ici pour lui montrer la stabilité de cette famille, pour lui montrer que nous sommes dignes de gérer les actifs de son cabinet. Et toi, tu es assis là à inventer des fantasmes. J'ai regardé mon téléphone, face contre la nappe blanche. J'ai pris une profonde inspiration. Je m'excuse, monsieur Henderson, ai-je dit en me tournant vers l'avocat. Ma famille est passionnée. Henderson me regardait attentivement. Il ne riait pas. Il était le seul à ne pas rire. 30 millions est un chiffre précis, a dit Henderson doucement. Pourquoi 30? Valorisation du contrat pour une refonte logistique de 3 ans, ai-je répondu automatiquement. Comprends l'intégration de l'IA et le déploiement de la robotique. Arrête ça, a crié maman. Thomas, arrête de parler dans ce jargon technique. Tu as l'air fou. On dirait qu'il cite une brochure qu'il a trouvée dans une poubelle, a ajouté Julien. Le serveur est arrivé avec les steaks. D'énormes morceaux de viande grésillant. Voilà, a dit Julien en se frottant les mains. De la vraie nourriture. Et, Thomas. Essaie de ne pas manger ça avec tes mains. D'accord, on utilise des fourchettes ici. J'ai coupé dans mon steak. Il était parfaitement cuit, mais j'avais perdu l'appétit. Alors, Arthur, Julien est revenu à l'avocat. J'ai regardé quelques actifs en difficulté dans le secteur de la technologie. Je pense qu'il y a une bulle qui éclate. Beaucoup de ces startups sont surévaluées. De la poudre aux yeux. C'est vrai? A demandé Henderson en haussant un sourcil. Oh, absolument, a pontifié Julien, la bouche pleine de pommes de terre. Prenez cette société Flowstate. J'ai lu à leur sujet, soi-disant valant 1 milliard. C'est absurde. Probablement un gamin dans une cave qui truque les comptes. Je leur donne 6 mois avant qu'ils ne déposent le bilan. J'ai arrêté de mâcher. J'ai même étouffé un rire. Flowstate, a demandé Henderson. Vous pensez qu'ils sont une bulle? Une arnaque totale, a déclaré Julien avec confiance. J'ai dit à mes clients de vendre le secteur à découvert à cause de sociétés comme celle-là. Intéressant, a dit Henderson. Il a fouillé dans sa poche et a sorti son téléphone. Il l'a fait subtilement sous la table. J'ai vu la lueur de l'écran se refléter sur ses chaussures cirées. Que sais-tu de Flowstate, Julien, ai-je demandé. Julien a levé les yeux au ciel. Plus que toi, le gars des caisses. C'est de la haute finance. Tu ne comprendrais pas, je pourrais, ai-je dit, puisque je lis le Wall Street Journal. Le lire et le comprendre sont deux choses différentes, a marmonné papa. Flowstate n'est pas encore coté en bourse, ai-je dit. Donc, tu n'aurais pas pu dire à tes clients de le vendre à découvert. Il n'y a pas d'action à vendre à découvert. Julien s'est figé. Il a cligné des yeux. Eh bien, je voulais dire le secteur, les dérivés. Et j'ai continué, Flowstate vient de publier son audit trimestriel. Zéro dette, croissance de 4% d'une année sur l'autre, flux de trésorerie positif depuis le premier jour. Comment saurais-tu ça, a claqué Julien. Tu as balayé les soldes de leur siège social ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Sous la table, Henderson faisait défiler furieusement sur son téléphone. Il a levé les yeux, son regard s'est posé sur le mien. Puis il a regardé Julien, puis de nouveau moi. J'ai vu la prise de conscience le frapper. C'était comme un coup physique. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est légèrement ouverte. Il a regardé la photo sur son écran, probablement mon profil LinkedIn ou l'article de Forbes, puis mon visage. Il savait. J'ai porté un doigt à mes lèvres, lui faisant signe d'attendre. Henderson a avalé difficilement. Il a rangé son téléphone. Son attitude a changé instantanément. Il s'est redressé. Il a légèrement repoussé son assiette. En fait, Julien, a dit Henderson, sa voix glaciale. Je pense que votre évaluation du marché est erronée. Erronée, s'est hérissé Julien. Je suis vice-président,
Arthur. Et Thomas a raison, a dit Henderson. Faust était une entité privée. Votre analyse semble fabriquée. Papa avait l'air confus. Arthur, pourquoi écoutes-tu Thomas? Il essaie juste de semer la zizanie. Je pense, a dit Henderson en regardant directement papa, que Thomas est le seul à cette table à avoir du sens. La tempête éclatait, le vent changeait de direction, et ma famille se tenait sur le chemin d'un ouragan sans parapluie. L'atmosphère à table est passée de l'agressivité à la confusion. Mon père, un homme qui se targuait de contrôler chaque pièce où il entrait, sentit soudain les rênes lui échapper des mains. Il ne savait pas pourquoi, mais il le sentait. Arthur, dit papa, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Thomas sait à peine équilibrer un chéquier. On a dû l'aider avec ses impôts l'année dernière. Ce n'est pas vrai, dis-je calmement. Vous avez essayé de me déclarer comme personne à charge pour obtenir un abattement fiscal. Mon comptable vous a dit que c'était illégal. Ton comptable? Ricana Julien. Tu veux dire HR Block? KPMG, corrigez-je. Arrête ça. Papa a de nouveau frappé la table de sa main, faisant cliqueter l'argenterie. Les gens des tables voisines se sont retournés pour regarder. J'en ai assez de cette mascarade. Thomas, tu gâches ce dîner. Tu embarrasses ton frère devant un associé principal. Je veux que tu partes. Partir, demandai-je. Oui. Va attendre dans la voiture ou prends le métro pour rentrer chez toi. Je m'en fiche. Dégage de ma vue. Tu n'es pas digne de t'asseoir à cette table. Robert. Maman lui toucha le bras. Peut-être qu'il peut juste s'asseoir tranquillement. Non, Éléanore. C'est un menteur et je n'aurai pas de menteur dans ma famille. Je pliai lentement ma serviette et la posai sur la table. Un menteur, répétai-je. C'est drôle venant de toi, papa. Considérant que tu as dit aux actionnaires que le fonds de pension était solvable grâce à tes investissements avisés, et non à cause d'un don mystère. Papa devint pâle. Comment? Comment sais-tu pour la réunion des actionnaires? C'était une session à huis clos. Et toi, Julien? Je me tournai vers mon frère. Tu m'as traité de faux. Mais qui paie le loyer de cette Porsche? C'est toi ou c'est la carte de crédit de l'entreprise que tu n'es pas autorisé à utiliser pour des dépenses personnelles? Article 4, section C de ton contrat de travail. Julien laissa tomber sa fourchette, elle claqua bruyamment contre la porcelaine. À qui as-tu parlé? M'as-tu espionné? Je n'ai pas besoin de t'espionner, dis-je. Les données racontent une histoire, Julien. Et tes données crient à la fraude. Sors. Papa se leva, pointant un doigt tremblant vers la porte. Sors maintenant avant que j'appelle la sécurité. Je vais partir, dis-je en me levant. J'ai boutonné ma veste. J'ai attrapé mon téléphone. Mais avant de partir, je veux vous faire un cadeau. Un cadeau de départ? On ne veut rien de toi, s'écria maman, les larmes montant à ses yeux. Pourquoi es-tu si cruel? Cruel? Je la regardais. Maman, pendant 10 ans, j'ai été invisible. Ce soir, j'essaie juste d'être vu. Je regardais Henderson. Il me regardait avec une fascination pure. Monsieur Henderson, dis-je, regardez la télé. La télé, cria papa. Je me fiche de cette fichue télé. Tu devrais, dis-je. Ça va commencer. C'est la vérité. J'ai pointé la télécommande, que j'avais subtilisée au poste de service en passant, et j'ai monté le volume à 50. Le son du présentateur de nouvelles a rempli la pièce. Dernière nouvelle de la Silicon Valley. Éteins ça, ordonna papa. Attendez, dit Henderson sèchement. Sa voix claqua comme un fouet. Robert, assieds-toi et regarde. Papa regarda Henderson, choqué par le ton. Il se laissa lentement retomber dans son fauteuil. Nous sommes rejoints en direct ce soir par l'homme le plus reclus de la tech, annonça le présentateur. Un homme qui a transformé une opération de garage en solo en l'épine dorsale mondiale de la logistique moderne. Son logiciel alimente Amazon, FedEx et DHL. Ce soir, Flow State System annonce son dépôt d'introduction en bourse, valorisant l'entreprise à 1,3 milliard de dollars. Julien laissa échapper un rire haletant. Tu vois, je te l'avais dit, un milliardaire,
probablement un vieux de la Silicon Valley. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Mais d'abord, poursuivit le présentateur. Qui est le génie derrière le code? Pendant des années, il est resté anonyme. Ce soir, il sort de l'ombre. L'écran a changé. Une photo est apparue. Un portrait professionnel haute résolution. C'était moi. Pas le Thomas en sweat à capuche assis à table, mais Thomas le PDG. Rasé de près, yeux intenses, portant un t-shirt noir. Mais c'était indéniablement moi. La légende disait, Thomas Brennan, fondateur et PDG, Flow State. L'air a quitté la pièce. Il n'a pas seulement quitté. Il a été aspiré. La bouche de Julien est restée ouverte. Il a regardé de l'écran à moi, puis de nouveau à l'écran. Papa a juste regardé. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas respiré. Thomas, la voix du présentateur a continué, ce soir, nous avons une interview préenregistrée avec Monsieur Brennan. La vidéo a coupé sur l'interview. Moi, assis dans un studio moderne. Monsieur Brennan, vous possédez 68% de l'entreprise. À la valorisation d'aujourd'hui, cela place votre valeur nette à environ 880 millions de dollars. Pourquoi ce secret? Pourquoi conduire une Honda? Pourquoi vivre dans un petit appartement? Sur l'écran, j'ai souri. C'était le même sourire triste que je portais en ce moment même au restaurant. Parce que, a dit le Thomas de la télé, je voulais voir qui me traiterait avec respect quand je n'avais rien. Je voulais savoir qui étaient mes vrais amis. Et franchement, j'ai appris que dans ce monde, les gens ne respectent pas l'homme, ils respectent le portefeuille. Je voulais rester un homme aussi longtemps que possible. J'ai baissé les yeux sur ma famille. Maman avait les mains sur la bouche. Julien serrait la table si fort que ses jointures étaient blanches. Papa avait l'air d'avoir une attaque. Joyeux anniversaire, papa, ai-je dit doucement. Bien que ce ne soit pas son anniversaire. Considère la garde de ta réputation comme réglée. J'ai vérifié ma montre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un appel avec Elon à retourner. Le son d'une fourchette heurtant une assiette en porcelaine est étonnamment fort quand une pièce devient silencieuse. C'est le premier son que j'ai entendu après que le présentateur de nouvelles m'ait présenté. Clinc. Julien avait laissé tomber sa fourchette. Ce n'était pas un crash spectaculaire de film. Elle a juste glissé de ses doigts mous, a heurté le bord de son assiette et a glissé sur la nappe blanche, laissant une petite tache de sauce au poivre. Mais personne n'a regardé la fourchette. Chaque père d'yeux, ceux de mon père, de ma mère, de Julien, de Monsieur Henderson, et même des serveurs qui planaient à proximité, étaient rivés à l'écran de 60 pouces monté au-dessus du bar en acajou. Thomas Brennan. La voix du présentateur était nette, autoritaire, le genre de voix qui transforme les rumeurs en faits. Le fondateur de 32 ans de Flow State System. Pendant 5 ans, cette société a fonctionné en ce que la Silicon Valley appelle le mode furtif. Pendant que d'autres startups couraient après la couverture médiatique, Brennan courait après l'efficacité. Sur l'écran, des images d'archives ont défilé. Elles montraient l'intérieur d'un immense centre de distribution. Non pas le sol sale et chaotique sur lequel mon père imaginait que je travaillais, mais une symphonie d'automatisation. Des robots glissant le long de rails magnétiques, des écrans affichant des données en temps réel. Et là, marchant sur le sol avec un casque de sécurité et ce même sweat à capuche noire, c'était moi, montrant un schéma, dirigeant une équipe d'ingénieurs. J'ai regardé mon père. Son visage était passé d'un rouge de colère à un pâle cireux fantomatique. Sa bouche était légèrement ouverte, un mot à moitié formé mourant sur ses lèvres. Il ressemblait à un homme essayant de résoudre un problème de mathématiques qui changeait à chaque fois qu'il clignait des yeux. Ce soir, a poursuivi le présentateur, Flow State a confirmé la clôture de son financement de série C hier. Les principaux investisseurs incluent Sequoia Capital et Lightseed Venture Partners. J'ai vu la tête de Henderson se tourner si vite vers moi que j'ai cru qu'il allait se faire un torticolis. Sequoia, a murmuré Henderson. Le mot lui a échappé comme une prière. Dans le monde de la haute finance, Sequoia n'est pas seulement une société de capital risque. C'est un faiseur de rois. Ils ont soutenu Apple. Ils ont soutenu Google. La valorisation, a tonné la voix de la télé, est confirmée à 1,3 milliard de dollars. Monsieur Brennan conservant une participation majoritaire de 68%.
Cela place sa valeur nette personnelle à environ 880 millions de dollars, faisant de lui l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes du secteur de la logistique. 880 millions de dollars. Le nombre semblait flotter dans l'air au-dessus de notre table, plus lourd et plus réel que le lustre. Julien a laissé échapper un son, un murmure étranglé et aigu. Il m'a regardé, les yeux écarquillés et humides, cherchant une chute. Il voulait que je rie. Il voulait que je dise, j'ai piraté la chaîne de télévision. Je vous ai bien eu. Mais je n'ai pas ri. Je n'ai pas bougé. Je suis resté parfaitement immobile. Mes mains jointes sur la table, regardant la version interview de moi-même répondre aux questions. Monsieur Brennan, a demandé l'intervieweur à l'écran. Vous avez construit ça en travaillant par quart sur un sol d'entrepôt. Pourquoi? Le Thomas de la télé s'est penché en avant. Parce qu'on ne peut pas optimiser un système qu'on ne comprend pas. J'avais besoin de ressentir la douleur des travailleurs pour construire le remède. Mes concurrents gèrent depuis des salles de conseil. J'ai géré depuis le chariot élévateur. À table, papa a tressailli. Physiquement tressailli. C'était comme si j'étais sorti de l'écran pour le gifler. Toi, a balbutié papa. Sa voix était méconnaissable, faible, rauque. Toi, tu écrivais du code. J'ai lentement tourné mon regard de la télé vers lui. J'ai essayé de te le dire, papa. Tu te souviens de Noël 2019? J'ai apporté mon ordinateur portable. Je voulais te montrer le test bêta. Tu m'as dit de ranger le jouet parce qu'on regardait Julien ouvrir son chèque de bonus. Papa a fermé les yeux. J'ai vu le souvenir le frapper. Je pensais que c'était un jeu, a-t-il murmuré. C'est un jeu, Robert, ai-je dit, ma voix froide et stable. Et je viens de gagner. Maman tremblait. Ses mains tremblaient si fort qu'elle a dû s'agripper au bord de la table. Thomas, 1 milliard. Ce n'est pas de l'argent réel, n'est-ce pas? C'est juste de l'argent d'ordinateur. Ce sont des actions, maman, ai-je dit. Mais les actions du marché secondaire que j'ai vendues la semaine dernière pour acheter ma nouvelle maison. C'était de l'argent très réel. Maison? Julien s'est redressé. La cupidité transperçait son choc comme un couteau. Tu as acheté une maison? Où? Dans les Hantons? Non, ai-je dit. J'ai acheté le Penthouse au 432 Park Avenue. En espèces. Julien avait l'air d'avoir envie de vomir, le 432 Park était le genre d'immobilier dont il avait des affiches sur son mur. Le genre d'endroit où les milliardaires regardent les millionnaires de haut. L'interview à la télé tirait à sa fin. Le présentateur s'est tourné vers la caméra. Une histoire remarquable. L'ouvrier d'entrepôt qui a tranquillement bâti un empire. Thomas Brennan, prouvant que parfois la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui fait le plus de bruit. L'écran est passé à la publicité. Le sortilège s'est rompu. Le silence dans le restaurant n'est pas revenu. Au lieu de cela, un faible murmure a éclaté. Les gens pointaient du doigt. J'ai vu une femme à la table voisine lever son téléphone, comparant mon visage à celui qu'elle venait de voir aux nouvelles. J'ai pris mon verre de vin. C'était un merlot bon marché qui venait avec le menu fixe que papa avait commandé pour économiser de l'argent, malgré la bouteille chère que Julien avait exigée plus tôt. Je l'ai fait tourner. Alors, ai-je dit, brisant la tension à notre table. Passons en revue la soirée, voulez-vous? J'ai regardé Julien. Tu m'as traité de faux, ai-je dit doucement. Tu m'as dit d'arrêter de faire semblant. Tu as dit que ma Honda appartenait à un parking de lycée. Julien a avalé difficilement. Thomas, écoute, c'était juste des taquineries. Des taquineries fraternelles. Tu sais comment on est. Non, Julien. Des taquineries, c'est quand deux personnes rient. Tu étais le seul à rire. Je me suis penché. Tu fais tourner ces clés de Porsche comme si c'était un sceptre, mais on connaît tous les deux la vérité. J'ai fait une petite enquête sur toi, Julien. Je suis au courant de l'avocat que tu as engagé pour contester l'ordre de saisie de cette voiture. Je sais que tu as 3 mois de retard sur tes paiements de pension alimentaire. Le visage de Julien est devenu gris. Comment? Les données, ai-je tapoté ma tempe. Tout laisse une empreinte numérique. Tu te noies, Julien, et tu te tiens sur ma tête pour essayer de respirer. Je me suis tourné vers papa.
Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis son arrivée. Et toi, ai-je dit, tu t'es excusé auprès de Monsieur Henderson pour ma présence. Tu m'as traité de travailleur manuel comme si c'était une maladie. Tu avais si peur que je t'embarrasse devant ton client que tu n'as pas réalisé. J'ai fait une pause, regardant Henderson, point que je suis le client dont il a toujours rêvé. Je me suis levé. Le mouvement était lent, délibéré. J'ai vu la main de papa tressaillir comme s'il voulait me retenir, s'ancrer au navire qu'il venait de réaliser être insubmersible. C'est le moment, ai-je dit à la table. Mais en réalité, je parlais au fantôme du garçon que j'étais. Le garçon qui attendait un « bien joué » qui n'est jamais venu. Les conséquences d'une explosion sont souvent plus dangereuses que l'explosion elle-même. C'est à ce moment-là que les structures que vous pensiez solides commencent à s'effondrer. Je me tenais là, surplombant la table. La dynamique du pouvoir avait changé si violemment que l'air semblait raréfié. Monsieur Henderson fut le premier à réagir. C'était un survivant. Un homme qui pouvait sentir l'argent à 1 kilomètre. Il ne s'est pas seulement levé. Il a pratiquement bondi sur ses pieds. Il a boutonné sa veste de costume d'un geste sec. Se distançant physiquement de mon père. Thomas. Monsieur Brennan, se corrigea Henderson, sa voix baissant d'une octave pour prendre son ton de baryton professionnel. Il a fait le tour de la table, ignorant complètement mon père. Je dois m'excuser. Vraiment. Je me basais sur des informations obsolètes. Vous vous basiez sur la parole d'un menteur, ai-je dit en jetant un coup d'œil à papa. En effet, dit Henderson, ses yeux froids balayant Robert. Dans mon domaine, la diligence raisonnable est primordiale. Il semble que j'ai omis de vérifier la source. Il a sorti une carte de sa poche de poitrine. Ce n'était pas la carte standard qu'il distribuait lors des cocktails. C'était un carton de couleur crème épaisse avec des lettres en relief doré. Une ligne directe. Mon cabinet s'occupe de la structuration de l'héritage et de la protection des actifs pour les ultra-riches, a dit Henderson en me tendant la carte. Nous sommes également spécialisés dans l'isolation des clients des responsabilités. Et par responsabilité, j'entends les attachements financiers toxiques. Il n'a pas pointé du doigt Julien, mais il aurait tout aussi bien pu braquer un projecteur sur lui. Je garderai ça à l'esprit, ai-je dit en glissant la carte dans la poche de mon jean. J'ai l'impression que je vais bientôt avoir besoin d'un pitbull. Je peux être un pitbull, sourit Henderson, montrant trop de dents. Ou je peux être un grand requin blanc. À vous de choisir. Il s'est tourné vers mon père. Robert, je pense que nos affaires concernant le fonds de pension sont terminées. Je ne peux pas recommander que mon cabinet représente un directeur qui manque d'un jugement aussi fondamental. Si vous ne pouvez pas repérer une licorne à votre propre table, vous n'avez pas votre place dans la gestion d'un portefeuille. Arthur, attends, a plaidé papa, se levant à moitié de sa chaise. C'est un malentendu. Je le protégeais. Je ne voulais pas qu'il prenne la grosse tête. Vous aviez honte de lui, a dit Henderson, le coupant avec une précision chirurgicale. Et cette honte vient de vous coûter la plus grosse commission de votre vie. Bonne nuit. Henderson est sorti. Il n'a pas regardé en arrière. Maintenant, il n'y avait plus que nous, la famille. Le silence est revenu, mais cette fois, il était désespéré. Julien fixait la nappe, son esprit visiblement en ébullition, calculant, manigançant. Puis le changement s'est produit. Le changement inévitable et dégoûtant. Julien a levé les yeux. Il a forcé un sourire. C'était un rictus de terreur et de faux charme. Alors, commença Julien, la voix se brisant. 1,3 milliard, hein? C'est fou, Tommy. Sérieusement, j'ai toujours su que tu préparais quelque chose dans ce garage. Tu te souviens, je disais à maman. Thomas prépare quelque chose de grand. Non, Julien, ai-je dit calmement. Tu disais à maman que je fumais de l'herbe. Des blagues? Juste des blagues. Julien a agité la main avec dédain. Écoute, frérot, j'y ai pensé. Tu es un gars de la tech. Tu connais le code, mais tu ne connais pas Wall Street. Tu as besoin d'un directeur financier, quelqu'un qui sait comment gérer ce genre de capital liquide. Je pourrais intervenir, t'aider à gérer la transition, garder ça dans la famille, n'est-ce pas? Je l'ai dévisagé. L'audace était à couper le souffle.
Tu veux gérer mon argent, ai-je demandé. Je suis vice-président, Thomas. Je connais le jeu. Et, il s'est penché, baissant la voix d'un air conspirateur. J'ai entendu une rumeur. Est-ce vrai que tu as commandé une Rolls-Royce Phantom sur mesure, l'édition blindée? C'est pour la flotte de transport des cadres, ai-je dit. D'accord, la flotte. Mais tu as besoin de quelqu'un pour la roder, n'est-ce pas? La tester. Je pourrais m'en occuper pour toi. M'assurer qu'elle est sûre. J'ai ri. C'était un rire court et sec. Julien, ai-je dit, tu ne peux même pas te payer l'essence d'une Rolls-Royce. Et quant à être mon directeur financier, ma directrice financière actuelle est la femme qui m'a conduit aux urgences quand je me suis effondré d'épuisement il y a 3 ans. Où étais-tu cette nuit-là? Oh, c'est vrai. Tu étais à Vegas en train de flamber ton salaire au blackjack. Julien a tressailli. C'est du passé, Thomas. On est une famille. La famille est de la famille. Tu as raison, ai-je dit. La famille est de la famille, c'est pourquoi je vais t'aider. Les yeux de Julien se sont illuminés. Ouais. Je vais te laisser payer ta propre addition ce soir. J'ai fait signe au serveur. Il est apparu instantanément, me regardant avec admiration. L'addition, s'il vous plaît, ai-je dit. Des additions séparées. Je prendrai la mienne. Le monsieur en costume, ai-je pointé du doigt Julien. Prendra le reste, y compris la bouteille de vin qu'il a commandée. Quoi, a crié Julien. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. Cette bouteille coûte $400. Ma carte est. J'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. Alors tu ferais mieux de commencer à faire la vaisselle, ai-je dit. J'ai entendu dire qu'ils ont besoin d'aide en cuisine. C'est un travail honorable, Julien. Le travail manuel forge le caractère. J'ai tapé mon téléphone contre le terminal que le serveur a présenté. Bip. Transaction approuvée. Thomas, a parlé maman. Elle pleurait. Mais ce n'étaient pas les larmes d'une mère qui regrettait son fils. C'étaient les larmes d'une femme réalisant que son plan de retraite venait de s'envoler. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Assieds-toi. Prenons un dessert. Célébrons. On est si fiers de toi. Fiers? Je me suis tourné vers elle. Maman, tu as dit aux voisins que j'étais en transition parce que tu avais honte de dire que j'étais PDG. Tu ne savais pas que j'étais PDG, mais tu n'as pas pris la peine de le découvrir. Tu étais fier de l'idée de Julien. Tu n'as jamais été fier de la réalité de Thomas. Ce n'est pas vrai, a-t-elle gémi. C'est vrai, et ce n'est pas grave. J'ai fait la paix avec ça. Je me suis tourné vers papa. Il n'avait pas bougé. Il fixait ses mains. Papa, ai-je dit. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Tu as dit que je faisais semblant de réussir, ai-je dit. Mais la vérité, c'est que depuis 5 ans, je fais semblant d'être pauvre parce que je voulais savoir si tu m'aimais ou si tu aimais juste ce que je pourrais devenir. Thomas, a murmuré papa, je t'ai poussé. J'ai été dur avec toi pour te rendre fort. Regarde-toi maintenant. Tu es un milliardaire. C'est moi qui ai fait ça. Ma pression a fait de toi un diamant. J'ai secoué la tête. Le niveau d'illusion était déchirant. Non, papa, ai-je dit. Tu n'as pas fait de moi un diamant. Tu étais le rocher sous lequel j'ai dû m'écraser pour m'en sortir. J'ai réussi malgré toi, pas grâce à toi. Je me suis détourné. J'ai dépassé Julien, qui tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de déplacer des fonds pour payer l'addition. J'ai dépassé les autres tables où les convives s'arrêtaient de manger pour me regarder partir. J'ai poussé les lourdes portes en verre de Mortonès et je suis sorti dans la nuit. Le voiturier m'a vu arriver. Il a pratiquement sprinté jusqu'à la boîte à clés. Monsieur Brennan, a-t-il dit en haletant. Je vais chercher votre voiture tout de suite, monsieur. C'est la Honda, a-t-il demandé avec hésitation, comme s'il avait peur d'insulter un milliardaire en lui apportant une Honda. Oui, ai-je souri. C'est la Honda. C'est une bonne voiture. Elle m'emmène là où je dois aller. En attendant, j'ai vu la Porsche rouge de Julien garée bien en vue à l'avant. Un symbole de statut social à crédit, une boîte en métal brillante appartenant à une banque. Ma Honda est arrivée.
Elle était poussiéreuse. Il y avait une bosse sur le pare-choc là où un chariot élévateur l'avait heurté l'année dernière. Je suis monté. J'ai mis ma capuche sur ma tête. Je ne conduisais pas une Ferrari. Je ne portais pas de costume Armani. Mais en m'engageant dans le trafic de Manhattan, laissant ma famille derrière moi se chamailler pour une bouteille de vin à $400, j'ai réalisé quelque chose. J'étais l'homme le plus riche de la ville. Non pas à cause du nombre sur mon compte en banque, mais parce que je ne devais rien à personne. 3 mois ont passé. 90 jours. Dans le monde de la logistique à haute fréquence, 90 jours, c'est une éternité. En 90 jours, Flow State System a acquis 2 concurrents, ouvert un nouveau hub à Singapour, et notre cours de bourse, après le pic initial de l'introduction en bourse, s'est stabilisé à un nombre que j'étais mal à l'aise de regarder. J'étais occupé, pas à faire semblant d'être occupé comme Julian, embrassant des papiers pour paraître important. Je dormais 4 heures par nuit sur un lit de camp dans mon bureau, occupé. Mais le silence est une chose étrange. Quand on coupe enfin le bruit des gens toxiques, on s'attend à la paix. Au lieu de cela, on entend tout le reste beaucoup plus fort. J'ai entendu le bourdonnement de la ville. J'ai entendu la gratitude de mes employés lorsque j'ai annoncé une prime à l'échelle de l'entreprise. Et j'ai entendu le bruit lointain et effondré de ma famille qui s'écroulait. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas non plus bloqué leur numéro. J'ai juste regardé les notifications arriver comme des marées. Appel manqué de papa, 4. Appel manqué de maman, 12. Appel manqué de Julian, 28. Je n'ai pas répondu parce que je savais ce qu'il voulait. Il ne voulait pas de Thomas. Il voulait la banque de Thomas. Puis, un mardi pluvieux d'avril, le téléphone a sonné. Ce n'était pas la famille. C'était Arthur Henderson. Monsieur Brennan. Sa voix était lisse comme du verre poli. J'ai des documents concernant la succession de Sycamore Drive. La procédure de saisie avance plus vite que prévu. Sycamore Drive, ai-je demandé en faisant pivoter ma chaise loin des moniteurs. C'était la maison de mon enfance. Le manoir dont papa était si fier. Je pensais qu'ils avaient 6 mois. C'est ce qu'ils avaient, a dit Henderson. Mais votre frère. Eh bien, il semble que Julian ait tenté d'utiliser l'acte de propriété comme garantie pour un prêt à haut risque afin de couvrir ses dettes de jeu. Lorsque le prêt a fait défaut la semaine dernière, cela a accéléré l'appel de l'hypothèque. La banque n'attend pas. Ils saisissent la maison vendredi. J'ai basculé en arrière, regardant le ciel gris de New York. Julian avait parié la maison, littéralement, et avait perdu. Que leur arrive-t-il, ai-je demandé. Expulsion, a simplement dit Henderson. La pension de votre père est gelée en attendant l'enquête sur le détournement de fonds. Votre mère n'a aucun actif à son nom. Et Julian? Eh bien, Julian vit actuellement dans la maison d'amis, esquivant les huissiers. Il a fait une pause. La banque va la mettre aux enchères, Thomas. À moins que quelqu'un n'intervienne pour racheter la dette. J'ai fermé les yeux. Je pouvais voir la maison. Le grand escalier où je n'avais pas le droit de jouer. La salle à manger où l'on me disait que j'étais un échec. Le garage où j'ai construit mon premier moteur. Achetez-la, ai-je dit. Excusez-moi. Achetez la dette, Arthur. Toute la dette. L'hypothèque, les privilèges, les dettes de jeu de Julian, tout. Mettez-la sous une société écran. Ironwood Holdings. Ne leur faites pas savoir que c'est moi. Thomas, a prévenu Henderson. C'est un mauvais investissement. Le marché se refroidit et la maison a besoin de réparation. Je n'achète pas une maison, Arthur, ai-je dit en ouvrant les yeux. J'achète une clôture. Préparez les papiers. J'y vais vendredi. Le vendredi est arrivé avec un orage. C'était approprié. Je n'ai pas pris la Honda cette fois. J'ai pris la voiture que Julian m'avait accusé de posséder, la Rolls-Royce Ghost. Ce n'était pas une question d'ego. C'était une question d'armure. J'avais besoin de me sentir impénétrable. Mon chauffeur, un ex-marine massif nommé Ken, a remonté la longue allée de Sycamore Drive. L'aménagement paysager, habituellement entretenu au millimètre près, était envahi par la végétation. Des mauvaises herbes pointaient à travers les pavés. Un autocollant de dernier avis était agressivement collé sur le portail d'entrée. On aurait dit un salon funéraire qui avait fait faillite.
Je suis sorti. Ken a ouvert un parapluie au-dessus de ma tête, mais je l'ai repoussé. Je voulais sentir la pluie. J'ai monté les marches et j'ai poussé la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, la maison était un chaos de carton. Vous ne pouvez pas prendre l'argenterie, ai-je entendu la voix de maman crier depuis la salle à manger. Ça fait des générations que c'est dans ma famille. Madame, c'est sur l'inventaire des actifs, a répondu une voix rauque. Un homme de la saisie? Je suis entré dans la salle à manger. C'était la même pièce où nous avions eu tant de dîners de Noël, où Julien exhibait ses nouvelles montres et où je m'asseyais en silence. Maman tirait sur un plateau d'argent tenu par un homme costaud en coupe-vent. Papa était assis dans son fauteuil, regardant fixement le mur, tenant un verre de scotch. Julien n'était nulle part en vue. Lâchez le plateau, ai-je dit. La pièce s'est figée. Maman a halté, laissant tomber ses mains. L'homme de la saisie m'a regardé, puis mon manteau mouillé, puis les deux gardes du corps qui m'avaient suivi silencieusement. « Qui êtes-vous » a demandé l'homme de la saisie. « Je suis le nouveau propriétaire » ai-je dit. « Thomas » s'est écriée maman en se précipitant vers moi. Elle avait l'air plus âgée. Ses cheveux n'étaient pas teints. Son maquillage était maculé. « Oh, Dieu merci. Je savais que tu viendrais. » J'ai dit à Robert, « Thomas ne nous laissera pas mourir de faim. » Elle a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai doucement attrapé ses poignets et j'ai reculé. J'ai dit que j'étais le propriétaire, ai-je répété. Je n'ai pas dit que j'étais le sauveur. Papa a lentement tourné la tête. Ses yeux étaient jaunes et ternes. L'arrogance avait disparu, remplacée par un vide terrifiant. Tu l'as acheté, a roqué papa. J'ai acheté la dette, ai-je corrigé. Techniquement, je possède le papier qui possède la maison, ce qui signifie que vous êtes actuellement en infraction. En infraction? Maman a reculé comme si je l'avais giflé. C'est notre maison. On t'a élevé ici. Vous m'avez logé ici, ai-je dit. Il y a une différence. Un fracas est venu de l'étage. Puis le bruit de pas lourds. Julien est apparu sur le palier. Il avait l'air d'une épave. Il portait un pantalon de survêtement et un t-shirt taché. Son visage n'était pas rasé. J'ai entendu une voiture, a crié Julien en dévalant les escaliers. C'est l'avocat? Dites-lui que je ne suis pas, il m'a vu. Il s'est arrêté net sur la dernière marche. Thomas, a-t-il soufflé. Bonjour, Julien, ai-je dit. Jolie tenue. C'est le nouveau look délabré de la collection d'automne? Toi. Julien a pointé un doigt tremblant vers moi. C'est toi qui as fait ça. Tu as parlé à la banque de la demande de prêt. Tu as gelé mes comptes. Je n'ai rien eu à faire, Julien. Je me suis approché de la table où l'homme de la saisie avait laissé le plateau d'argent. Tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas pour impressionner des gens qui s'en fichaient. Ce n'est pas de ma faute. C'est de la physique. Ce qui monte sur une carte de crédit doit redescendre sur un relevé bancaire. J'ai besoin de 50 000, a lâché Julien. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste la demande. Thomas, sérieusement, ils vont me casser les jambes. Je dois de l'argent à des types louches du New Jersey. Je sais, ai-je dit. J'ai aussi acheté cette dette. La bouche de Julien s'est ouverte. Quoi? Les 50 000 que tu dois à Vinny Laclais? Je l'ai réglé ce matin pour 30 cents sur le dollar. Vinny était très content d'avoir de l'argent. Il te dit bonjour, au fait. Julien s'est effondré sur les escaliers. Il a mis sa tête dans ses mains et a commencé à sangloter. Ce n'était pas un cri de remords. C'était le cri d'un enfant qui réalisait que le jeu était terminé. Alors, je me suis tourné vers papa. Voici la situation. J'ai sorti une épaisse enveloppe de ma poche intérieure et je l'ai jetée sur la table de la salle à manger. Elle a atterri avec un bruit sourd. Qu'est-ce que c'est? A demandé papa. C'est le nouvel arrangement, ai-je dit. Puisque vous semblez incapable de gérer vos propres vies, j'ai pris la liberté de restructurer votre héritage. Restructurer? Papa a plissé les yeux. Une étincelle de l'ancienne colère est revenue. Tu ne peux pas me dicter des conditions. Je suis ton père. Vous êtes un locataire insolvable, ai-je dit sèchement. Et je suis le propriétaire. Écoutez attentivement car je ne le dirai qu'une seule fois.
J'ai fait le tour de la table en arpentant la pièce comme un prédateur. J'ai levé un doigt. Cette maison est vendue. Je la mets en vente lundi. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Prenez vos vêtements et vos effets personnels. Les meubles restent. L'art reste. L'argenterie reste pour payer les créanciers. Où irons-nous, a pleuré maman. Page 4, ai-je pointé du doigt l'enveloppe. J'ai acheté un appartement de 2 chambres en Floride. C'est dans une communauté de retraités. Il est entièrement payé. Le titre est dans une fiducie. Vous pouvez y vivre sans loyer pour le reste de votre vie. Mais vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne pouvez pas emprunter contre lui. Et vous ne pouvez pas l'utiliser comme levier. Un appartement, a craché papa. Je suis habitué à 5000 pieds carrés. Tu t'attends à ce que je vive dans une boîte à chaussures? C'est une belle boîte à chaussures, papa. Elle a une piscine et c'est mieux qu'une boîte de réfrigérateur sous un pont, ce qui est votre alternative actuelle. 2. Ai-je poursuivi. J'ai mis en place une allocation mensuelle pour maman, $3000 par mois, assez pour les courses et le bingo. Et moi, a demandé papa. Tu n'as rien, ai-je dit. Maman contrôle l'argent parce que tu as prouvé que si tu touches à l'argent, il disparaît. Papa a regardé maman pour la première fois de leur mariage. La dynamique du pouvoir s'est inversée. Maman a cessé de pleurer. Elle a regardé papa, puis moi. Elle a hoché lentement la tête. Et 3. Je me suis tourné vers Julien. Julien a levé les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux. Tommy, et moi? La Floride a l'air bien. Je peux recommencer. Peut-être me lancer dans l'immobilier là-bas. Non, les jeux coupés. Tu ne vas pas en Floride. Tu ne reçois pas d'allocation. Quoi? Le visage de Julien s'est effondré. Mais je suis ton frère. Exactement, ai-je dit. C'est pourquoi je vais te donner la seule chose que papa ne t'a jamais donnée. Une conséquence. J'ai sorti une seule feuille de papier de ma poche. C'était un contrat de travail. C'est une offre d'emploi, ai-je dit. Floust est à un centre de distribution à Newark. C'est à 40 minutes de train d'ici. Le poste est celui d'associé de traitement de niveau 1. Tu scanneras des colis. Tu chargeras des camions. Tu seras debout 10 heures par jour. Tu plaisantes, a ri nerveusement Julien. Du travail manuel? Moi. Le salaire est de $22 de l'heure, ai-je poursuivi, l'ignorant. Il comprend une assurance maladie. Et si tu t'y tiens pendant 6 mois sans te plaindre, sans voler, sans jouer la carte du savez-vous qui est mon frère, je paierai pour que tu ailles en cure de désintoxication pour ton addiction au jeu. Je ne travaillerai pas dans un entrepôt, a crié Julien en se levant. Je suis vice-président financier. Je porte des costumes italiens. Je conduis une Porsche. Tu ne conduis rien. Ai-je rugi en retour, ma voix résonnant sur les murs vides. La Porsche est partie, Julien. Les costumes sont vendus. Tu n'es rien d'autre qu'un homme de 35 ans qui pleure sur les escaliers de ses parents. Tu n'as aucune compétence. Tu n'as pas d'argent. Il ne te reste aucune dignité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même la pluie dehors semblait s'être arrêtée. Tu t'es moqué de l'entrepôt, ai-je dit, baissant la voix à un murmure mortel. Tu t'es moqué du travail qui a construit le toit au-dessus de ta tête. Maintenant, tu vas apprendre ce que ce travail ressent. Prends le travail ou sors dans la rue. Je m'en fiche. J'ai jeté le contrat à ses pieds. Julien a regardé le papier. Il a regardé papa, attendant qu'il intervienne, mais papa a juste regardé dans son verre de scotch, vaincu. Julien a lentement tendu la main et a ramassé le papier. Ses mains tremblaient. Je n'ai pas de voiture pour aller à Newark, a-t-il marmonné. Prends le bus, ai-je dit. Des millions de personnes le font tous les jours. Tu survivras. J'ai boutonné mon manteau. Je me sentais plus léger. La colère que j'avais portée pendant une décennie. Le besoin brûlant de leur prouver qu'ils avaient tort avait disparu. Elle a été remplacée par de la pitié. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient juste de petites personnes tristes qui avaient bâti leur vie sur un fond de sable. Les déménageurs arrivent lundi à 8 heures, ai-je dit à la pièce. Ne soyez pas en retard. Je me suis tourné vers la porte.
Thomas, a parlé papa. Sa voix était cassée. Je me suis arrêté. La main sur la poignée de porte. Papa a hésité. Je suis fier de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas, non, papa, ai-je dit. Tu es fier que j'ai survécu à toi. Je suis sorti sous la pluie. Ken attendait avec le parapluie. Je suis monté à l'arrière de la Rolls-Royce. La porte s'est fermée avec un bruit sourd et lourd, me coupant du monde. Où allons-nous, monsieur, a demandé Ken. À la maison, ai-je dit. Ma vraie maison. En descendant l'allée, j'ai regardé en arrière une fois. J'ai vu Julien debout à la fenêtre, regardant les feux arrière s'estomper. Il ressemblait à un fantôme hantant une maison qui n'existait plus. 7 mois plus tard. Je suis assis dans mon bureau au siège de Flowsted. Les murs sont en verre. La vue est l'intégralité de Manhattan. D'ici, les gens dans la rue ressemblent à des fourmis. Mais je sais que ce ne sont pas des fourmis. Je sais que chacun d'eux a une histoire, une lutte, une famille qui peut-être ne les comprend pas. Mon téléphone vibre. C'est un rapport automatisé du système RH. Employé, Julien Brennan. Assiduité, parfaite. Performance, satisfaisante. Je souris. Il n'a pas démissionné. Il s'est plaint le premier mois. Il a menacé de me poursuivre en justice pour détresse émotionnelle le 2e mois. Mais au 3e mois, il a cessé de parler et a commencé à travailler. Il a perdu 10 kilos. Il a arrêté de se coiffer les cheveux en arrière. La semaine dernière, le chef d'équipe m'a dit que Julien avait même réparé une bande transporteuse bloquée au lieu d'appeler la maintenance. Il n'est pas vice-président. Il ne le sera jamais. Mais il gagne son propre argent pour la première fois de sa vie. Il devient réel. Maman m'envoie des photos de l'appartement en Floride. Elle a rejoint un club de lecture. Elle a l'air plus heureuse. Honnêtement, la pression de maintenir le style de vie du manoir a disparu. Elle n'a plus à faire semblant d'être riche. Elle peut juste être Eleanor. Papa, eh bien, papa et papa. Il passe ses journées à jouer au golf sur le parcours public et à raconter à quiconque veut l'entendre que son fils est un milliardaire. Il s'en attribue toujours le mérite. Il leur dit qu'il m'a tout appris sur les affaires. Je le laisse avoir ce mensonge. C'est le seul atout qui lui reste. Les gens me demandent ce que ça fait de gagner. Ils pensent que gagner, c'est le moment où le compte en banque atteint les 900 millions. Ils pensent que ce sont les couvertures de magazines, les jets privés, la capacité d'acheter un restaurant juste pour virer le maître d'hôtel. Mais ce n'est pas gagner. C'est juste un levier. Gagner, c'est être assis ici à manger un sandwich au thon à mon bureau, sachant que je suis exactement celui que j'ai dit que j'étais. Je repense à ce dîner. La façon dont ils ont ri quand j'ai mentionné les cartons d'expédition. La façon dont ils ont reculé devant mon sweat à capuche. Ils avaient si peur d'être ordinaires qu'ils ont oublié comment être humain. J'ouvre mon tiroir. À l'intérieur se trouve le vieux badge nominatif de mon premier travail en entrepôt. Le plastique rayé et décoloré. Thomas, associé. Je le place à côté de mon prix en cristal de PDG de l'année. Ils vont bien ensemble. Le succès ne consiste pas à prouver à sa famille qu'elle a tort. Si vous vivez votre vie en essayant de vous venger, vous les laissez toujours vous contrôler. Vous dansez toujours sur leur air, juste sur une scène différente. Le vrai succès, c'est quand vous ne vous souciez plus de ce qu'ils pensent. C'est quand vous pouvez leur tendre la main, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous êtes assez fort pour le donner sans perdre l'équilibre. Je prends mon téléphone. Je tape un SMS à Julien. Moi, j'ai entendu dire que tu as réparé la bande transporteuse de la ligne 4. Bon travail. J'hésite. Puis j'appuie sur envoyer. 3 points apparaissent. Puis une réponse. Julien, merci. Mes pieds me tuent, mais merci. Ce n'est pas des excuses. Ce n'est pas un câlin. Mais c'est la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Je pose le téléphone et je me retourne vers mes écrans. La carte logistique s'illumine. Des porte-conteneurs traversant le Pacifique. Des camions traversant le Midwest. 1 milliard d'articles circulant dans les veines du monde. J'ai du travail à faire. Et ça, mes amis, c'est l'histoire de Coam, un faux ouvrier d'entrepôt à acheter le domaine familial.
On passe tellement de temps dans nos vies à attendre la permission d'être génial. On attend que nos parents disent « bon travail ». On attend que nos partenaires disent « je crois en toi ». On attend que le monde nous donne une autorisation. Mais voici la vérité. Personne ne vous la donnera. Vous devez la prendre. Vous devez mettre votre souhait à capuche, garder la tête baissée et construire votre empire dans le noir jusqu'à ce qu'il brille si fort qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Si vous êtes le mouton noir, le paria, l'échec de votre famille, écoutez-moi. Votre valeur n'est pas déterminée par leur conversation à table. Votre valeur est ce que vous construisez quand ils ne regardent pas.